Dans la continuité des deux présentations précédentes, je vais parler des mécanismes d'atteinte neurologique de l'histiocytose. Donc je reprends des éléments cités par Ahmed et par Sébastien sur le pourquoi cette atteinte. La distribution de cette maladie est quand même, quand on prend l'ensemble des patients, là aussi pas une situation individuelle, il y a une grande diversité de présentation de cette maladie, que ce soit des formes systémiques, c'est-à-dire des symptômes visibles au premier plan, avec de la fièvre, des éruptions cutanées et des atteintes sanguines, et puis des formes qui sont que osseuses et des formes qui sont que cutanées, des formes qui sont pulmonaires. Bref, c'est une maladie, mais avec de très nombreuses présentations. Et ce qui nous intéresse, c'est l'atteinte neurologique, parce donc là aussi, ça a été détaillé par Ahmed, avec des formes tumorales et des formes dégénératives. Et en particulier, la forme dégénérative nous pose un énorme problème, parce que comment expliquer que la maladie histiocytaire puisse dormir pendant des années et se réactiver en quelque sorte uniquement sous une forme de symptômes très très lentement évolutifs et uniquement au niveau du cerveau. Et donc ça nous a depuis des années fait des soucis. Donc le travail de Sébastien sur la cohorte de patients sur le risque a été présenté. On a identifié, je vais assez vite là-dessus parce que c'est clairement ça a été déjà dit. On a identifié des symptômes liés à cette atteinte. On a identifié des facteurs de risque. Et la question, derrière tout ça, c'est pourquoi cette atteinte neurologique tardive dans cette maladie. Et donc, je détaille pas du tout les parties qui ont été faites avant, parce que c'est finalement des choses qui sont qui ont déjà été dites, même si les diapositives, on les a fait chacun de son côté. Et on a forcément repris des éléments que d'autres ont développés. Ce qui est clair, c'est que pour nous, pendant des années, on était en une situation d'impasse thérapeutique. Donc, comme a dit Ahmed, les chimiothérapies pour l'atteinte neurologique dégénérative ne marchaient pas. Curieusement, on a la bimblastine, qui est quand même le traitement de base de la maladie, est actif sur tous les sites, sauf sur le cerveau. L'acide rétinoïque, pour des tas de raisons, c'était une molécule qui fait mûrir les cellules. Bah, finalement, quand on prend on se voit à distance, et ça se passe pas, ça fait rien, ou ça suffit pas pour améliorer les choses durablement. L'équipe américaine de Houston avait proposé une association de vincristine et d'aracitine sur ces atteintes-là, en clamant que ça marchait. On n'a pas vu un effet, et aucune autre équipe n'a vu un effet sur cette atteinte. Les Japonais ont proposé des immunoglobulines, donc c'est un traitement dit immunomodulateur. Quand on l'a fait durablement, ça n'impacte pas. Et donc, on était en impasse thérapeutique et on comptait les points. Compter les points, c'est jamais très, très satisfaisant pour vous comme patient ou comme famille, et comme nous comme médecins. Donc, on a fait un travail sur les facteurs de risque, là, que Sébastien a largement développé. Peut-être une seule nouveauté, mais qui a un aspect particulier des facteurs de risque que Sébastien n'a pas cité, qui est sur les atteintes hématologiques, alors qui correspond à des atteintes systémiques, et ces patients peuvent avoir l'atteinte hématologique plus des atteintes de la base du crâne, par exemple. Mais en tout cas, l'atteinte hématologique, qui est une atteinte redoutable jusqu'aux années 2000, qu'on a guéri avec des traitements super intensifs à partir de ces années-là. Traitement super intensif, c'est les chimiothérapies dites de leucémie myéloblastique, l'association de CDRAC. Les patients commencent à survivre. Ces patients-là allaient mourir, si on prend les années 1980-90, et on meurt plus de cette atteinte avec des traitements qui sont très lourds. Mais par contre, quand on les a suivis au long cours, on a vu apparaître des atteintes neurodégénératives chez ces enfants. C'était souvent des bébés qui avaient une atteinte hématologique sévère au diagnostic. Et puis la dernière nouveauté, là aussi Sébastien l'a montré, c'est dans les patients qui sont sous thérapie ciblée. Quand on compte l'apparition d'anomalies IRM, malheureusement, il y en a beaucoup qui ont ces anomalies. Le risque à 5 ans, c'est 32%, mais le risque, il a l'air de monter avec au-delà. Et donc, comprendre est décisif, parce que ça nous permet d'adapter les traitements.
Et il y avait 2 questions qui étaient pas réglées du tout jusqu'à maintenant. C'était quelle est la cellule qui était responsable au niveau du cerveau de cette atteinte et quel est en gros le scénario de l'apparition de cette atteinte. Alors, je pense que bon, c'est un bref rappel, vous avez peut-être, vous connaissez ça, mais en tout cas, je vous le remets. L'histiocytose est une maladie liée à un histiocyte pathologique. Il y a une cellule alors, histiocyte, c'est aussi macrophage, hein, c'est aussi monocyte sur la prise de sang. Mais en tout cas, c'est pas tout à fait notre faute, mais le fait est que les docteurs ont appelé la même cellule sous plusieurs noms, selon qu'elle est dans le sang, selon qu'elle est dans les tissus. En tout cas, ces histiocytes, ils sont présents dans la tumeur histiocytaire, par exemple une tumeur au niveau de la peau ou au niveau de l'os. Elles sont présentes en petit nombre. C'est pas un cancer où vous avez, en fait, dans un cancer, mais vous ne savez ou ne savez pas, mais en tout cas, il y a une infiltration massive de cellules anormales. Là, il y a une infiltration très minime de cellules anormales. Il y a 3 ou 4%, des fois 10% de cellules anormales sur une biopsie d'histiocytose enguerrandienne. Et il y a beaucoup de cellules dites réactionnelles autour. Donc, il y a une bataille, en quelque sorte, qui est devant les yeux. Pour les anatomopathologistes et les médecins qui analysent les biopsies, on voit quelques cellules anormales, beaucoup de cellules réactionnelles, et les cellules anormales ont des caractéristiques d'histiocyte langerhansien, qui est une cellule qui est caractérisée par des marqueurs immunologiques comme le CD1A. Et donc voilà, ça c'est les choses qu'on connaît. Simplement, quand on a voulu regarder ce qui se passait au niveau du cerveau, c'est plus compliqué. Parce qu'au niveau du cerveau, a priori, on n'a pas tout à fait d'histiocyte classique à trouver. Là, je vous ai fait un schéma sur les cellules qu'on a dans notre cerveau. Alors, c'est centré autour, quoi. C'est un schéma qui existe dans Google, hein, que j'ai pas inventé et je l'ai pas dessiné pour vous. Mais je l'ai pris dans une documentation. Il y a au milieu un vaisseau. Donc, on a des vaisseaux qui irriguent notre cerveau. Avec des cellules qui tapissent les tuyaux, en gros. Et puis, il y a nos neurones. Alors, les neurones, ici, sont en violet, qui sont protégés, en quelque sorte, par d'autres cellules qui s'appellent les oligodendrocytes. Et puis, l'ensemble de la configuration est stabilisé par un système qui s'appelle les astrocytes, qui nourrissent les neurones, mais qui sont aussi qui communiquent, qui aident un petit peu à communiquer. Ils ont des synapses. Et puis, dans ce paquet de cellules, il y a quelques cellules qui sont en bleu, là, qui s'appellent la microglie, qui sont des cellules très minoritaires dans le cerveau et qui jouent un rôle sur l'immunité cérébrale. Le cerveau est une zone du corps qui est relativement peu sensible, peu exposée aux microbes. C'est pas comme la peau ou comme les voies aériennes ou qui reçoivent des tonnes de microbes tous les jours. Le cerveau est pas censé recevoir des tonnes de microbes. Il est protégé par de nombreuses enveloppes et par les vaisseaux. Et donc, en principe, c'est pas une zone de conflit immunologique très très important. Et donc, alors, la question qui se posait, c'est quelle est la cellule dans tout ce bazar? Quelle est la cellule qui est en cause quand il y a une atteinte neurodégénérative qui va survenir des fois 6 ans, 10 ans après une histiocytose d'un os, par exemple. Et donc, c'était pas du tout évident. Alors, c'est un peu cruel, je vous dis, là aussi, je vous parle côté docteur, mais la preuve pour nous, c'est le tissu. Et autant faire une biopsie de peau, ça gêne pas grand-chose, quoi, parce que ça prend pas une quantité du corps massive et ça n'a pas de danger. Autant faire une biopsie du cerveau, c'est quelque chose qui est quand même une procédure éminemment beaucoup plus dangereuse. Donc, ce qu'on avait comme données sur la pathologie du cerveau, c'est un papier de 2005. Et entre 2005 et 2025, il y avait aucune donnée nouvelle. Ce qu'on savait en 2005, c'est que c'était des données sur une autopsie. Et l'autopsie, forcément, c'est un stade terminal de la maladie et c'est pas au début de la maladie. Et cette donnée d'autopsie était quand même assez limitée. Il y a un cas qui a été autopsié d'atteinte cérébrale tardive de l'histiocytose. Et la seule chose qui pouvait être affirmée, c'est qu'on voyait une perte neuronale, ce qu'on pouvait attendre, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de neurones visibles dans les zones en particulier du cervelet, et il y avait une infiltration lymphocytaire. Et c'était à peu près tout. Et ça ne nous donnait pas vraiment une cible de cette fameuse maladie.
On savait que quand même, entre-temps, sur les autres atteintes de l'histiocytose, on avait avancé sur la compréhension moléculaire. Et donc là, c'est aussi Sébastien qui va montrer, c'est BRAF V600E qui est dans la moitié des cas présent dans l'histiocytose en général et qui est pratiquement tout le temps présent dans les atteintes neurologiques centrales. Et je pense qu'on peut dire qu'il y a une avancée significative qui a été apportée sur cette compréhension de cette maladie. C'est un travail de l'équipe de Frédéric Gessman, qui est un Français, qui est à New York, et avec qui on a continué des collaborations. Ce travail, alors qui est là pour le coup, je pense, très compliqué à suivre pour les docteurs et pour les scientifiques, mais il montre une chose très très simple, c'est que la cellule malade dans l'histiocytose, dans l'atteinte neurodégénérative, c'est la microglie. C'est cette cellule immunitaire qui va marcher de travers. La localisation anatomique dans le cerveau de cette cellule malade. Alors, on avait un cerveau vraiment autopsié de façon précise. C'est Florent, c'est un garçon qu'on suivait ici. On a pu montrer qu'il y avait une corrélation entre l'atteinte microgliale et les symptômes. Par exemple, il avait des troubles de la mémoire assez importants et la zone anatomique du corps, du cerveau qui dirige en quelque sorte ou qui contrôle la mémoire, c'est l'hippocampe. C'est une toute petite zone anatomique. Il y avait beaucoup d'infiltration de microglies pathologiques à cet endroit-là. Et pareil, le cervelet. Et le troisième point, c'est que c'était très lié à BRAF et la charge allélique. Alors, c'est-à-dire que la charge allélique, c'est la fréquence de BRAF dans les zones du cerveau, était aussi fonction des symptômes. Et donc, il a pu montrer qu'en gros, plus il y avait de BRAF dans une zone anatomique, plus elle était altérée. Et cette zone anatomique altérée était quand même plutôt sur la base du crâne et le tronc, le cervelet et les bases, la partie très, encore on pourrait dire ancestrale du cerveau. Donc ça, c'est un travail qui est fondamental parce que la cible, c'est la microglie dans le cerveau. Donc on a déjà avancé d'un point. Il y a eu un autre travail d'une équipe autrichienne où ils ont pris des cellules qu'ils ont alors fait un système qui s'appelle les IPS, où on prend des cellules du corps et on leur redonne une jeunesse en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on leur redonne la capacité de se différencier. C'est Jurassic Park, quoi. Vous prenez une cellule de la queue d'un dinosaure et vous allez refaire le dinosaure complet. Alors c'est un fantasme dans Jurassic Park, mais ce qui n'est pas un fantasme, c'est que si on prend une cellule du corps, on peut la mettre dans certaines conditions pour qu'elle retrouve ses capacités embryologiques et la faire ensuite différencier en différentes parties du corps. On peut la différencier en cellules du foie, en cellules de l'os et ainsi de suite, et en cellules du cerveau. Et on peut et cellules immunologiques. Et ce travail fait par l'équipe autrichienne a montré que si dans une cellule standard, on lui injecte ou on lui donne le BRAF V600E, elle va être neurotoxique. Et donc le BRAF en lui-même a un rôle neurotoxique. Et donc ça, c'est aussi une avancée. On sait que c'est la microglie, on sait que c'est la microglie qui est BRAF+. Alors, donc ça, c'est quand même un deuxième morceau significatif. Et donc voilà, si je mets sur le schéma de tout à l'heure, c'est la microglie qui est le coupable au niveau du cerveau et c'est BRAF V600E. Alors tout le monde se fiche de sa microglie, hein. Normalement, on n'a pas une seconde de pensée à notre microglie dans notre cerveau. Simplement, quand ça va mal, ça peut vous jouer un sale tour. Et nous, docteurs, on doit en tenir compte. Ensuite, il y a autre couche de savoir, c'est d'où vient cette microglie du cerveau. La nature est compliquée, hein, et donc on essaie de comprendre cette nature. Elle est compliquée parce que, en termes embryologiques, cette microglie, elle vient d'une étape très très primitive de l'embryogénèse. Dans notre corps, on a des parties de notre corps qui sont
fabriqués ou qui viennent en quelque sorte embryologiquement dès la conception, quasiment à une semaine de conception du nourrisson, du fœtus. Il y a des choses qui se passent, et puis il va se passer d'autres choses à 14 semaines, et ainsi de suite. Et ces événements, alors ce qu'on savait par des recherches fondamentales sur l'embryogénèse de ces cellules, on sait qu'il y a 2 vagues. Alors j'ai mis une vague bleue, une vague verte, pour fabriquer les cellules du corps qu'on appelle les macrophages. La vague bleue, c'est une vague qui va apparaître vers 14 semaines chez le fœtus. Donc c'est petit, mais c'est relativement tardif par rapport à la vague verte qui va apparaître pratiquement à la première semaine de conception du nourrisson. Et la microglie, alors c'est ça qui est assez compliqué à comprendre, c'est que nos macrophages de notre corps sont à la fois liés à la vague bleue et à la vague verte. La vague bleue est massive, c'est la plus facile à trouver en quelque sorte, mais la vague verte, ça va contribuer à ce qu'on appelle des macrophages résidents qui vont tapisser notre corps et qui vont être présents tout le long de notre vie, là aussi de façon silencieuse normalement. Et le travail là aussi c'est l'équipe de Frédéric Gessman, il a pu montrer que, alors c'est sur des modèles de souris, mais le modèle de souris il est exactement pour le coup congruent avec le modèle humain. Le BRAF, on peut le mettre dans les cellules d'une souris. Toutes les cellules ont le BRAF, mais il a mis un système qui s'appelle un promoteur, qui fait que ce BRAF va s'activer que si il y a une substance particulière qui est donnée en plus chez la souris. Donc il y a BRAF. BRAF est silencieux normalement, sauf si vous mettez une substance, alors qui a été le tamoxifène. Bon, peu importe, il y a un activateur. Et vous l'activez. Alors il a fait des animaleries de souris BRAF, et sur ces animaleries de souris BRAF, il a mis le tamoxifène comme activateur à différents stades d'embryogénèse. Et si on le met assez tardivement, on a quelque chose qui va très très mal, quoi. Le souriceau va mourir à tous les coups d'un tableau qui ressemble à une leucémie. Donc c'est pas du tout la l'histiocytose. Par contre, si la petite souris, vous leur mettez l'activateur à des stades de ces 8 jours d'embryogénèse, eh bien la petite souris va déclencher un tableau qui ressemble pour des tas de raisons, et il y a tout un travail pour ça, à l'histiocytose languérantienne. Et donc, ça suppose, avec tout ce travail de l'équipe du Sloan Kettering, c'est que finalement, ce BRAF V600E, il est toxique, mais il vient de stades hyper précoces dans l'embryogénèse. Et c'est quelque chose qui fait que ça nous dépasse, quoi. C'est-à-dire que nous, médecins, et vous, parents, ce n'est pas une maladie génétique au sens classique du terme, comme l'hémophilie, la mucoviscidose qui va être transmise. C'est pas une maladie transmise, mais par contre, le nourrisson ou le fœtus va porter cette particularité de façon archi minoritaire. C'est une cellule sur 1 milliard du corps, ou moins que ça. Mais cette cellule, elle peut s'activer par des différentes circonstances et différentes stimulations, parce que c'est une cellule du système immunitaire, et mettre un gros bazar dans plein de choses. Et probablement, et c'est ça l'explication, elle peut aussi dormir dans le système nerveux central, et après des années, parce qu'elle n'a pas un fort pouvoir de prolifération, mais elle a un petit pouvoir de prolifération, après des années, elle peut avoir des conséquences majeures sur l'état neurologique et attaquer le cerveau. Donc ça, c'est un modèle, en gros, à la fois sur la cellule coupable, la mutation coupable, le scénario qui oriente quand même notre approche. On va tenir compte de cette configuration pour prendre en charge ces patients. Et cette complication-là. Ceux qui ont une mutation BRAF qui, probablement pour des tas de raisons, apparaît plus tard dans la vie, probablement il n'y a absolument pas de risque d'atteinte neurologique. Ceux qui ont une atteinte très très précoce, probablement ont un risque d'atteinte neurologique important. Voilà, donc c'était ça que je voulais dire sur le plan physiopathologique. Alors je fais là aussi
court, parce que le travail de Frédéric Gessmann, c'est 10 ans de travail d'une équipe scientifique de archi haut niveau. C'est des nombreux contrôles, c'est un nombre de manip, quoi, de tests qui est considérable, mais néanmoins, au bout du compte, on peut aller sur ces conclusions. Voilà, merci.